Bon, on va essayer de continuer l'ingénierie de fondation là. Et on va toujours continuer avec les méthodes numériques là, utilisées dans la modélisation, la deuxième partie. Aujourd'hui, on va surtout parler des formulations, les formules qui sont utilisées pour faire les éléments finis là. C'est-à-dire les formules que les logiciels utilisent et puis nous donnent un rendu. Donc, quelles sont les formules que ces logiciels utilisent? Donc, la première étape dans la formulation consiste à déterminer le type d'éléments à modéliser. Quels sont les différents types d'éléments à modéliser? Ça, ce sont les premiers éléments à voir. Donc, les champs de déformation en tout point de l'élément du sol donc, est sélectionné et ensuite exprimé en termes de déflexion nodale. Donc, vous avez votre domaine, la géométrie du domaine, vous divisez ça en petits morceaux et vous allez avoir des nodes, des nœuds. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la déflexion, le déplacement de chaque node, de chaque nœud qu'on aura. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs types d'éléments qui existent pour différentes situations de chargement. Il y a ce type-là pour les éléments de 2 dimensions. Ça, c'est pour les 3 dimensions. Okay? Il y en a plusieurs. Donc, quand vous prenez vos logiciels pour faire les mèches là, vous avez différents types d'éléments. Donc, on vous dit ici la première méthode ici, la première étape dans la formulation, c'est de choisir d'abord le type d'élément que vous voulez étudier. Et ensuite, on s'intéresse aux nœuds, les nœuds qui sont là. Un, deux, ici, il y a 3 nœuds, ici, il y a 4 nœuds. Ici, vous voyez, il y a 6 nœuds, ainsi de suite. C'est le déplacement de chaque nœud qui nous intéresse. OK? Ici, par exemple, on a la même forme, mais le nombre de nœuds est différent. Ici, on a plus de nœuds qu'ici. Il y a plus de nœuds qu'ici. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités. Choisissez donc le type d'élément que vous voulez formuler. Ça, c'est la première étape. Et ensuite on s'intéresse au déplacement de nœuds. Okay? Donc, une fois que vous avez divisé votre domaine en plusieurs éléments, les nœuds que vous allez avoir là, c'est ces nœuds-là qui vont vous intéresser maintenant. Quand vous faites le chargement, le déplacement que le chargement va provoquer de chaque nœud, c'est ça qui nous intéresse. OK? Donc, dans la modélisation géotechnique, il est c'est plus intéressant de choisir, en tout cas, c'est mieux de choisir des éléments qui peuvent s'adapter à des formes compliquées. Souvent, vous avez une situation de chargement des structures géotechniques où la géométrie est un peu complexe. Donc, pour ces genres de géométrie-là, c'est mieux de choisir les types d'éléments qui pourront s'adapter à des géométries complexes. OK? Donc, il y a les fonctions des formes nodales standards qu'on va appeler les fonctions n. Pour chaque nœud, donc, on va trouver une fonction nœud de chaque nœud, une fonction n pour le déplacement de ce nœud, par exemple, ou pour la vitesse, l'accélération à ce nœud. Donc, on va appeler des fonctions nodales. On va voir ça tout de suite. Fonction de forme nodale standard, n. Il y en a plein dans la littérature, vous pouvez trouver. Donc, si je prends cet exemple, par exemple, cette structure, les fondations, vous voyez ici comment le modèle a été
divisé en quel type d'éléments? On peut dire que c'est ces types d'éléments-là qui sont là, rectangulaires comme ça. Ok? Des types d'éléments tétraédriques. Et la même chose ici, pour cette structure aussi, les fondations. Ça, c'est le sol. Ok? Là aussi, ça, c'est le sol, hein? Et la structure est là. Donc là aussi, c'est ce type de modèles-là qui ont été utilisés. Mais par contre, quand vous prenez cette modélisation, l'immeuble de plusieurs étages, les fondations qui sont là. Donc là, peut-être on peut dire que ces modèles-là, carrés ou rectangulaires ou hexagonaux, qui sont utilisés. Ces types de box-là, ok, qui sont utilisés. Donc il y a d'autres qui disent que ce type d'éléments-là est plus efficace en termes de résultats, mais en même temps, c'est plus compliqué en termes de calcul. Et là, les résultats est moins pertinent qu'ici. Mais la différence n'est pas aussi grande, hein. Donc, si vous voulez aller plus vite, des simulations rapides, de toute façon, tout marche. Vous pouvez choisir ces genres d'éléments. Il y a des logiciels qui vont vous offrir plusieurs types de formes d'éléments. Il y a d'autres qui vont pas vous laisser le choix. Il y a seulement un type d'élément que vous pouvez choisir. OK? Donc, la signification de la fonction de forme nodale d'un élément quadrilatère. Donc, on va prendre NJ, J allant de 1 à N, et quelque chose comme ça. Si on prend un élément, OK, en deux dimensions, 4 nœuds, 1, 2, 3, 4. OK? Très simple. Donc, cette fonction N-là va correspondre, par exemple, pour les coordonnées, déplacement, vitesse ou encore accélération de chaque point. OK? Donc, ils pourront être exprimés en termes de valeurs nodales correspondantes en utilisant les fonctions comme cette forme. Et cette équation, cette formule-là, ici, les NJ qui est là, c'est la fonction de forme pour le nœud local J. Donc, J, ça peut être, on va dire par exemple, nœud numéro 1, 2, 3, 4. Donc, pour chaque nœud, OK? Donc, pour les coordonnées isoparamétriques, pour ces coordonnées-là. Donc, le UIJ, là, T, variation temporelle de toute grandeur physique I. Les grandeurs physiques, là, ça peut être les coordonnées, déplacement, vitesse encore. Variation temporelle, c'est-à-dire dans le temps, comment ça va changer. Comment les coordonnées vont changer dans le temps, le déplacement va changer, la vitesse ou accélération va changer dans le temps. Donc, les I là correspond à ces trucs. Donc, quand vous voyez I ici, J c'est pour les numéros de nez. Nez numéro 1, nez numéro 2, nez numéro 3, nez numéro 4. Donc, si je décide que I égale à déplacement, par exemple, donc en ce moment, je vais avoir U déplacement du nœud 1 en fonction du temps. OK? Et le U qui est là, c'est-à-dire celui-là, donc là, c'est la variation temporelle de la grandeur physique correspondante, I. Donc, si je décide de savoir pour mon élément qui est là, mon élément qui a 4 nœuds, 1, 2, 3, je ne sais pas noter les nœuds, mais je pense que vous comprenez. Je veux savoir le déplacement total. Parce que ici, je veux prendre la grandeur physique, I ici, comme déplacement, pas vitesse ni coordonnées. Je décide que c'est déplacement, par exemple, je vais. Donc, si je veux le déplacement total, je vais faire la somme des déplacements pour les 4 nœuds. J'ai vu J allant de 1 à 4. De NJ. NJ, c'est ça. La fonction nodale avec ces coordonnées qui sont là.
Et le U qui est là, U, I, J, ça, c'est variation temporelle de cette grandeur. Donc, fonction nodale fois variation temporelle de la grandeur qui est, dans notre cas ici, j'ai choisi le déplacement. Variation temporelle de déplacement multipliée par la fonction nodale. Pour le nœud 1, j'additionne pour le nœud 2, j'additionne pour le nœud numéro 3, j'additionne pour le nœud numéro 4. Donc, la somme totale va donner donc, la variation temporelle du déplacement pour mon élément qui est là. C'est comme ça que les logiciels fonctionnent en fait. Ceux qui ont fait le code des logiciels, c'est ces gens d'équation que j'utilise. Maintenant, notre fonction de forme nodale là, voici des exemples. Ou 4 nœuds par exemple. 1, 2, 3, 4. OK? Voici comment ça fonctionne. Un quart de ça, ça. Donc, les coordonnées qui sont là sont utilisées. Ça, c'est juste un exemple. Donc, pour l'analyse du comportement statique, par exemple, quand c'est statique, ça veut dire que ça ne change pas trop au cours du temps. Dans ce cas, la variation temporelle là n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça, variation temporelle. Ça ne varie pas dans le temps comme ça. On n'a pas besoin de la variation temporelle qui est là. OK? Et cela va simplifier considérablement la modélisation. Donc, dans ce cas-là, le U là représente uniquement les déplacements de ce point ou du nez qui correspond. Ça représente uniquement, ça ne varie pas dans le temps. OK? Ça représente, à ce moment, le U va représenter uniquement le déplacement. Donc, la déformation, à partir du déplacement, on peut obtenir la déformation. OK? La déformation est obtenue à partir du déplacement. Le fait que le nœud se déplace, un tel nœud, les 4 nœuds là, de toute façon, la manière dont ils vont se déplacer, lui il part en haut, lui il part en bas, la manière dont ils vont se pousser, ça va définir la déformation de notre élément carré, selon le déplacement de chaque nœud, des 4 nœuds. 4 nœuds parce que c'est 2 dimensions. Si c'était 3 dimensions, peut-être ça allait être, voilà, 8, quelque chose comme ça. Ou combien? Attends, 4, 4, voilà. OK? Donc, en n'importe quel endroit, on peut exprimer donc en termes euh, de formes différentielles du champ de déplacement. Déplacement, là, vous vous rappelez, non, on a parlé ici, le U ici peut être déplacement, ça peut être coordonné, ça peut être euh, la vitesse du nœud, de chaque nœud. Donc, on peut obtenir, si dans les cas où le U là est le déplacement, on peut obtenir la déformation à partir de ça. Donc, cette déformation-là, c'est juste en utilisant une matrice pour lier. Ça veut dire déformation. Et ça, c'est déplacement. Donc, il faut une matrice qu'on appelle ici matrice, matrice déformation déplacement, la matrice B, qui va lier les deux. OK? Pour les situations de contraintes planes ou déformation plane, impliquant des déplacements, c'est-à-dire dans les deux directions, U et puis V, et 3 déformations, c'est-à-dire X, Y, et puis X, l'axe X, l'axe Y, et puis X, X, Y. Les 3 déformations qui sont là. Donc, on aura cette matrice B. La valeur de B, c'est ça. Pour les cas de contraintes planes ou de formation plane. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est ce que, voici un exemple.
Donc, cas de contrainte plane ou déformation plane, je ne sais pas très bien si c'est en français, c'est ça. Mais, c'est-à-dire, quand vous prenez sa contrainte, on appelle ça plane stress en anglais. Donc, si vous prenez sur cet élément-là, en fonction des Z, les stress, la contrainte ne varie pas. Elle est la même. Donc, il suffit d'étudier la contrainte là sur ces plans. Parce que si les plans Z, si l'axe Z, ça ne change pas. Pareil ici, ou disons à peu près le même principe. Là, si vous avez un chargement ici, par exemple, si vous chargez, si vous décidez d'étudier cette coupe, cette section ici, la section ici aura les mêmes caractéristiques que si vous faites une section ici, ou bien si vous faites une section ici. Quel qu'en soit l'endroit où vous allez faire une section, ça reste pareil. Ok? C'est la même chose. Donc, il y a un exemple, c'est le cas des fondations continues, par exemple, ou bien un barrage, ou en tout cas un remblai uniforme, chargé uniformément. Quand c'est chargé uniformément, si vous prenez la coupe transversale d'un barrage, par exemple, si le barrage est chargé uniformément, quel qu'en soit l'endroit où vous allez couper, si les pressions, les charges sont les mêmes, donc ça sera la même chose. Ou bien si vous prenez une fondation continue, quelle qu'en soit la coupe. Donc, dans ce cas de situation, il suffit juste d'étudier en deux dimensions une coupe quelconque. Donc, juste les dimensions planes. Vous étudiez cette section et puis vous multipliez par la longueur correspondante. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est ce genre de situation qu'on appelle, voilà, déformation plane, quelque chose comme ça. Ok? Voilà. Par contre, ici, les cas de axisymétrie, là, c'est les cas, par exemple, où vous avez un cylindre, électrique et cylindrique. Par exemple, si je prends un chargement d'un pied, le pied là, s'il est chargé verticalement de façon statique, par exemple, axialement, si le pied est chargé, ça va correspondre à... C'est comme si vous prenez une charge axiale ici. Ça correspond à ce cas. Là, il faut trois dimensions. Je garde ça ici. Donc, c'est comme je disais, la même chose. Les champs de déformation, donc à n'importe quel endroit, peut être exprimé en termes de forme de différentiel, des champs de déplacement. À partir des déplacements, on obtient les déformations en utilisant cette formule-là de matrice. Donc, la matrice B, matrice déformation déplacement. Maintenant, pour les cas axismétriques, c'est-à-dire trois dimensions, comme ce que j'ai dit ici, un exemple, chargement axial des pieds. Donc, chargement axial des pieds là, peut nous donner exactement comme ces choses. En ce moment, la matrice B là sera quelque chose comme ça, aura cette forme. Là, vous voyez, il y a les rayons qui sera pris en compte. L'axe Z sera pris en compte. L'angle, c'est-à-dire l'angle entre, si vous faites un déplacement de là à là, par exemple, quel sera l'angle entre ici et ici? L'angle aussi sera pris en compte. C'est pour cela que vous avez ça ici. Quatre composantes pour la déformation. Quatre déformations en ce moment. Donc, la matrice sera exprimée comme ça. Donc, ici, on obtient les déplacements et en utilisant cette matrice, on peut obtenir donc les déformations. Les composantes des déformations peuvent être liées aux contraintes correspondantes. Donc, il faut trouver une manière, parce que si vous avez quitté au déplacement pour avoir les déformations, il faut maintenant trouver une manière de relier ces déformations-là aux contraintes qui ont causé les déplacements. Il faut avoir un lien. C'est là que ça devient intéressant. OK? Donc, on va faire ça à l'aide des matrices de relations constitutives. Exemple comme ça. Donc, on a la déformation ici, vous vous rappelez de cette formule, déformation qu'on a obtenue à l'aide des déplacements.
eu ces déplacements. Donc ici, en utilisant la formule des déplacements de formation. Et donc, si on obtient ces déformations, on peut les lier en utilisant cette formule-là à la contrainte correspondante. D'accord? Donc, pour les situations de deux dimensions, ces deux cas-là, par exemple, on peut avoir la matrice, c'est là, des contraintes là, en utilisant ça. OK? Pour les trois dimensions, les contraintes, c'est cette forme. Parce que vous voyez ici, il y a R, il y a Z, il y a l'angle, maintenant X, Y. OK? Donc, l'élément D qui est là, on peut essayer de déterminer ça pour le cas du comportement élastique. OK? Là, les D, là, la matrice D, parce que c'est elle qui va lier la contrainte à la déformation. Cette matrice-là. Donc, dans le cas où le sol ou l'élément de structure présente un comportement élastique, cette matrice-là, D, là, peut être obtenue comme ça, avec ça. Donc, pour des conditions de déformation plane, donc on a déjà expliqué là, deux dimensions. Okay? Trois dimensions, c'est encore plus compliqué. Donc, ici, là, module d'élasticité, ou bien les modules de Young, et puis ici, les coefficients de Poisson, okay? Le mu, là, du, 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 du sol considéré, ou bien du matériau considéré. Donc, on peut aussi essayer d'obtenir une matrice pour des comportements élastiques non linéaires. Précédemment, ce qu'on avait fait, c'est-à-dire ça, c'est dans les cas où c'est linéaire. OK? Élastique linéaire. Maintenant, élastique non linéaire peut être aussi obtenu. Il suffit juste de faire euh, des petites augmentations, des petites incrémentations. OK? Il suffit d'écrire la formule qui est là, cette formule-là, sous forme incrémentale. C'est-à-dire ajouter un peu, un peu, un peu. On va utiliser des deltas. Donc, ça sera, au lieu d'écrire comme ça, sigma, puis D, et puis et les déformations là, on va faire incrément, un petit incrément une petite variation, si je peux le dire comme ça. Variation des contraintes, petite variation, donc, de la déformation. Et on obtient une matrice D. Cette fois-ci, la matrice D, elle est différente, un peu différente. Voici ce qu'on obtient. Donc, les deux paramètres, c'est-à-dire E, T et puis mu T là, seront donc ici module d'élasticité instantané ou tangentiel. Et le coefficient de Poisson, voilà, instantané. Comme, comme on veut que ça soit non linéaire, c'est possible de le faire, mais en utilisant juste des deltas, des variations, des petites, petites variations. Voilà. Si vous faites des petites, petites variations, vous pouvez créer, c'est-à-dire, si vous prenez des petits, petits segments, vous pouvez faire un cercle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous prenez des grands segments, ça sera difficile de faire un cercle. Donc, on prend des petites variations pour faire des trucs non linéaires. Parce que si vous prenez des grandes variations, comme ici, là, par exemple, le total, la déformation totale, la contrainte totale, là, c'est linéaire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de non linéaire avec ça. Voilà. Le problème maintenant, c'est que c'est la plasticité des sols qui gouverne le comportement des fondations. Donc là, il faut trouver autre chose. Donc, pour trouver des formules
qui décide quand est-ce que le sol est devenu plastique. À quel moment? Donc, dans la plupart des cas de chargement, c'est comme ça. Par exemple, des pieds courts soumis à des chargements latéraux. Ok. C'est la plasticité des sols qui gouverne, donc qui régit le comportement des fondations dans la plupart des cas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut des relations constitutives du sol. Ok. Ce sont des relations constitutives qui sont utilisées. Et ces relations-là vont nous permettre de modéliser le comportement plastique, pas élastique, hein, comportement plastique du sol, c'est-à-dire le comportement ou la section du sol. On va parler de ça dans la section, peut-être dans la prochaine vidéo. Comment les sols se comportent. Par exemple, si vous prenez Mont-Coulomb, c'est ce genre de modèle-là, il nous faut. Est-ce que ce sol, la description Mont-Coulomb, est-ce que ça peut décrire le comportement de ces sols ou pas, quelque chose comme ça? C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Donc, en utilisant ces deux équations-là, par exemple, vous voyez, l'équation 37 et puis 34. Donc, ici, on a un lien entre la contrainte et puis la déformation. Et là, on a un lien entre déformation et puis déplacement. Donc, il suffit juste de prendre cette valeur de déformation-là, cette formule de déformation, en utilisant les déplacements, et puis vous la mettez ici. Donc, en combinant les deux, on peut exprimer ce vecteur contrainte comme ça. Contrainte et déplacement. On peut lier déplacement et puis contrainte en utilisant, en combinant ces deux formes. Il suffit juste de remplacer ici la déformation là par cette valeur. Parce qu'ici, c'est ça qui est égal à ça. Ok. Vous voyez? Et puis, on aura donc une relation entre la contrainte et puis le déplacement. J'avoue que ça, c'est vraiment mécanique du sol avancé. Donc, niveau licence, c'est un peu compliqué pour les étudiants de niveau licence de comprendre ça. Mais, de toute façon, c'est ce que les logiciels utilisent. C'est ce qui se passe dans les logiciels. Et les gens prennent et puis ils utilisent. Donc, vous allez voir, il y a des logiciels qui ont plusieurs modèles de comportement du sol. Modèle de comportement Moore-Coulomb, par exemple. Ok. Voilà. Je pense que c'est tout. On va arrêter ici. Merci beaucoup et à très bientôt.